Bonjour, je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme dans le Gers. Alors cette semaine, je soulève mon gyrobroyeur de 300 kg avec un palan attaché à une poutre de mon hangar agricole improvisé qui est derrière moi. Alors pour éviter de me prendre le gyrobroyeur et la poutre sur la tête, ce qui limiterait le développement futur de la chaîne, je fais quelques petits calculs de résistance des matériaux avant. Je rappelle que mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez sauter directement à la partie qui vous intéresse le plus. Allez, on y va. J'aimerais bien disposer d'une solution pour soulever des charges lourdes, comme par exemple le plateau de la remorque pour pouvoir travailler sur le châssis, ou alors soulever le gros gyro si j'ai besoin de travailler dessous. Alors dans mon nouveau hangar agricole, j'ai vu que quelqu'un avait déjà adopté cette solution. Par contre, je ne sais pas du tout quelle charge peut supporter cette poutre. Donc je vais prendre les mesures et je vais faire mes petits calculs. Alors j'ai un palan 2 tonnes que je vais tester avec les cordes qui sont en place là. Enfin ça va aller pour faire des tests à vide. Mais comme elle ne m'inspire pas confiance, je les changerai par des bonnes sangles. Allez, 19, 190. 12. 120. 5,78 m. Pente de 12,7 degrés. Bon, voilà la chose. Ok. Première fois que j'utilise un palan. Ouais, pourquoi ça fait ça? Il y a un blocage. Alors ça veut bien aller dans un sens mais pas dans l'autre. Ouais, alors si je fais ça, ça marche. D'accord. Comme premier test, on va essayer de soulever ça, qui doit faire, je sais pas, un peu moins d'une centaine de kilos, je suppose. Toujours ce truc-là, un peu merdique.
Alors c'est une sécurité peut-être. Bon, sans surprise, ça marche. Néanmoins, deux réflexions. La méthode d'arrimage des objets à soulever. Bon, là, c'était pas très important, mais si je devais, par exemple, soulever le plateau de la remorque, il faudrait quand même que je réfléchisse un peu à comment faire ça pour le maintenir à peu près horizontal. Et puis, deuxième réflexion, là, je suis déjà presque au palan et j'ai pas beaucoup de garde au sol. Donc dans certaines circonstances, peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir m'arrimer ici. Donc non seulement je serai plus près du mur, donc je pourrais soulever des charges plus importantes, mais en plus j'aurai plus de garde au sol. Mais l'inconvénient, je suis plus près du mur, donc des objets moins volumineux. Bon, je vais prendre les mesures pour cette deuxième position, voir ce que ça donne en termes de calcul. Alors pour ceux qui se demanderaient, j'ai trouvé ça sur le bon coin, c'était une trentaine d'euros, c'était pas très loin, donc j'ai sauté sur l'occasion, en me disant que ça servirait toujours. Ma première idée, c'était de l'utiliser pour faire un support pour l'échafaudage. Allez, retour à l'atelier. Bon, je me suis acheté une sangle de 2 mètres, 3 tonnes. Donc c'est la même chose que ce que j'ai déjà, en plus court. Cette sangle là, j'en suis tout à fait satisfait. Donc j'ai racheté le même produit. Je vous mettrai un lien. Bon, ça marche. Bon, j'en rachèterai une deuxième pour mettre ici. Comme ça coûte pas trop cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros. C'est pas la peine de se priver. Comme ça, j'aurai 2 points d'attache. Et puis au moins, je saurai exactement ce que supporte ma sangle. Parce que là, ces cordes anciennes, là, je sais pas trop ce que ça supporte. Je n'ai pas trop confiance. Donc au moins, là, je sais que j'ai 3 tonnes. Largement au-dessus de ce que la poutre peut tenir de toute manière. Avant de se lancer dans les calculs, il me semble important de rappeler 2 notions dont on va avoir besoin par la suite. La première notion concerne les phases de déformation d'un matériau. Alors si on fait une expérience et qu'on applique une contrainte à un matériau, donc je rappelle, une contrainte c'est une force par unité de surface, donc ça s'assimile à une pression. Donc si on fait une courbe en prenant en ordonnée la contrainte et en abscisse la déformation, dans un premier temps, on va être dans le domaine élastique. C'est-à-dire que si on arrête d'appliquer la contrainte au matériau, il va retrouver sa forme initiale sans dommage. Et ça, c'est vrai jusqu'à une certaine limite qu'on appelle la limite élastique. Au-delà de cette limite, on va rentrer dans le domaine plastique. Et dans le domaine plastique, les déformations sont permanentes. Et si on poursuit encore l'expérience et qu'on augmente encore la contrainte, on va arriver à la rupture du matériau. Alors la courbe peut avoir différentes formes selon le matériau, mais on retrouve toujours ces 3 phases, qu'il s'agisse de métal, de bois, de roche ou même de muscles. Il y a des situations où c'est intéressant d'avoir des déformations permanentes. Par exemple, si je veux faire une voûte avec une pièce de bois, je vais exercer une force dessus suffisante pour la déformer de manière permanente, mais pas trop importante pour ne pas la casser. Si je fais un gilet pare-balles, je ne m'inquiète pas des déformations permanentes. Ce que je veux, c'est que la déformation du métal absorbe le maximum d'énergie cinétique de la balle. Si je veux casser la figure à quelqu'un, non, mauvais exemple. Mais dans notre cas, et c'est le cas en général en construction d'ouvrage, on veut rester dans la phase des déformations élastiques. Et donc le but du jeu est que la contrainte reste inférieure à la limite élastique, et c'est un des 2 critères de dimensionnement d'une structure.
On ajoute un deuxième critère qui est la flèche de la poutre sous charge. Même si on reste dans le domaine élastique, on ne veut pas que la poutre dépasse une certaine flèche, à la fois pour des raisons esthétiques et également pour ne pas compromettre la géométrie de l'ouvrage. La deuxième notion à connaître est celle du module Young, ou autrement appelé module d'élasticité longitudinale. Donc on a vu que dans la phase élastique, on avait une droite entre la contrainte et la déformation. Ça veut dire que ces deux valeurs sont proportionnelles. Et ça veut dire aussi qu'on peut les exprimer mathématiquement de cette manière-là, avec E étant une constante. Et cette constante, c'est justement ce module Young. Donc on comprend bien que pour un matériau très rigide comme l'acier par exemple, on va avoir une grande contrainte associée à une petite déformation. Donc E va être assez élevé. Alors que pour un matériau souple, on va avoir pour une petite contrainte une déformation importante, ce qui veut dire que E est petit. Voilà, une fois qu'on a compris ces deux notions, on peut passer sereinement à la phase de calcul. Allez, pour le calcul, je vous propose d'utiliser ce petit schéma qui reprend les dimensions mesurées. Pour simplifier, dans un premier temps, nous allons faire comme si la pente n'existait pas. Alors, pour faire nos calculs, je vous propose d'utiliser un petit logiciel qu'on trouve sur Internet et qui a l'avantage d'être gratuit. Je vous mettrai le lien en description. Alors, bien sûr, on pourrait faire les calculs à la main, mais il faut quand même de bonnes bases en physique, notamment pour calculer les moments quadratiques. Donc, je vous propose de nous épargner cette peine et de simplement remplir les champs qu'on nous demande. Commençons les calculs avec la première partie qui est de définir le cas. Donc on est bien dans le cas d'une poutre entre deux appuis et non pas une poutre en porte-à-faux. Donc là on peut laisser ça comme ça. Longueur du profil, eh bien on a mesuré 5,78 m, donc on va convertir ça en millimètres. Le profil, alors ce qui se rapproche le plus de notre poutre, eh bien c'est un plat, c'est-à-dire une section rectangulaire pleine. Donc de hauteur 190 mm et de base 120 mm. Alors si ça vous amuse, vous pouvez calculer dès maintenant les moments quadratiques, mais de toute manière il le fait lui-même lors des calculs. Caractéristiques du matériau, donc là on va choisir en bois, et on voit qu'il remplit de lui-même les valeurs de la colonne de droite. Alors dans ces valeurs, on retrouve les notions qu'on vient de voir, la limite élastique, qui est donc une valeur de contrainte, qui en fait est une pression, donc en l'occurrence en décanewton par millimètre carré. Après, on a la masse volumique du bois, le module Young dont on vient de parler également, la limite pratique qui est en fait un coefficient de sécurité, et la flèche dont on vient de parler également, et là on va la limiter à 1/300 de la longueur de la poutre. Allez, on passe aux charges. Donc on a la possibilité de rentrer deux charges. Et sur chacune de ces charges, on a le choix entre une charge isolée, une charge répartie ou une charge isolée décalée. Donc les charges isolées et isolées décalées, ce sont des charges ponctuelles, donc en un point précis, alors que la charge répartie, comme son nom l'indique, s'applique sur toute la longueur de la poutre. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la charge isolée décalée. Parce que d'après ce que j'ai compris, la charge isolée s'applique nécessairement au milieu de la poutre, alors que la charge isolée décalée, on peut la positionner où on veut. Et c'est ce qui nous intéresse dans le cas de notre poutre. Donc on va sélectionner ça. Mais pour l'instant, je vous propose de mettre toutes les charges à 0 et de lancer un premier calcul pour voir ce que ça donne. Résultat du calcul, donc c'est une poutre considérée comme une poutre travaillée en flexion, ok, et reposant sur deux appuis, d'accord. Les données, caractéristiques du profil, donc on trouve nos 190 par 120, là il y a le calcul des moments d'inertie, la longueur du profil, on la retrouve ici, et là on a les caractéristiques du bois, donc avec la masse volumique, la limite élastique, le module Young sur lequel on reviendra, et le coefficient de sécurité. Après, on a les différentes charges, donc on retrouve les deux charges qu'on a appliquées, donc qui sont toutes les deux à 0 puisqu'on a décidé de ne pas mettre de charge dans un premier temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de charge puisque le poids de la poutre elle-même est une charge.
Donc il a calculé à partir de la masse volumique du bois et de la longueur de la poutre, enfin des dimensions de la poutre. Il a calculé le poids propre et il en déduit les contraintes. Alors justement cette contrainte, on la trouve ici. Elle est de 0,18 décanewtons par millimètre carré. Donc vous voyez qu'une contrainte, ça s'assimile à une pression, hein, donc une force divisée par une surface. Donc 0,18, alors que la contrainte maxi admissible est de 0,12 décanewtons par millimètre carré. Donc là, on n'est pas bon sur ce critère. Sur le deuxième critère qui est la flèche, on a une flèche de 4,83 alors que la flèche autorisée est de 19,27 mm. Donc sur la flèche, on n'a pas de problème, on est bon. Donc sa conclusion, c'est que le profil ne convient pas pour cette application. Ce qui est quand même un petit peu embêtant parce que ça voudrait dire que notre poutre telle qu'elle est, elle devrait être déjà par terre parce qu'elle ne supporte même pas son propre poids. Donc, à mon sens, il y a des choses à revoir dans ces différentes valeurs. Alors le problème qu'on a là, c'est que on nous dit que c'est du bois, sans trop nous dire de quel bois il s'agit. Alors pour ce qui nous concerne, dans le hangar, je pense que c'est une poutre en chêne. Donc on va vérifier que les caractéristiques données ici, tout au moins les trois premières qui concernent le matériau, sont bien valables pour du chêne. Pour ce qui concerne les valeurs caractéristiques du chêne, j'ai trouvé une première source d'information sur French Timber qui nous annonce une masse volumique, donc on parle bien du chêne, hein, une masse volumique de 710 kg par mètre cube. Donc là, attention, là on est en kilogrammes par décimètre cube. Donc là, on serait à 0,71 au lieu de 1. Donc toujours ça de gagner sur le poids de la poutre. Après, on nous donne le module d'élasticité longitudinale, donc c'est le module Young. Et là, on nous donne 12 500 mégapascales. Alors attention, c'est bien une pression, hein, des mégapascales. Mais dans le logiciel, là, on nous demande des décanewtons par millimètre carré. Donc vous vérifierez qu'il y a un facteur 10 entre les deux, ce qui veut dire que là on n'aurait pas 1000 mais 1250. La valeur la plus dure à trouver est certainement la limite élastique du chêne. Alors si on retourne sur French Timber, on nous donne une première valeur qui est de 97 mégapascales, mais qui est une valeur de rupture en flexion. Donc ça ne nous convient pas. En poursuivant les recherches, je tombe sur ce site, Comptoir des Bois, qui nous explique les classes de résistance mécanique des bois de charpente selon la norme française. Donc là, on voit que cette classe est définie à l'aide de deux éléments. Une lettre qui qualifie le type de bois, donc C pour des résineux et D pour des feuillus. Et après, on a un nombre qui donne, d'après eux, la contrainte de rupture en flexion du bois en mégapascal. Alors je suis un petit peu dubitatif sur cette contrainte de rupture, puisque si je vais sur un troisième site, qui donne cette fois les limites élastiques des matériaux courants, et qu'on regarde au chapitre bois, on voit bien que pour les résineux de C18 à C30, la limite élastique, et non de rupture, c'est 18 à 30 mégapascales. Donc pour ce qui me concerne, pour ma poutre en chêne, je suis tenté d'adopter ce 18 mégapascales de limite élastique qui correspond à un bois de catégorie moyenne puisqu'il convient aux charpentes traditionnelles mais pas aux charpentes plus élaborées. Donc 18 mégapascales, ça voudrait dire qu'on remplace cette valeur-là de 0,58 par 1,8. Maintenant, si vous avez des informations plus précises sur cette limite élastique du chêne, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Ce sera intéressant pour ceux qui regardent la vidéo et lisent les commentaires. Je vous propose maintenant de rentrer les nouvelles valeurs et de relancer un calcul. Donc là, en limite élastique, on a dit 1,8. En masse volumique, on sera 0,71. Module Young, 1250. Et ça, cette limite pratique, en fait, c'est un coefficient de sécurité qui est assez important là, puisqu'il est à 0,21. On va le monter à 0,66.
Le raisonnement derrière ça, c'est que les charges que je vais appliquer à ma poutre, c'est vraiment des charges ponctuelles que je vais appliquer quelques fois dans l'année, mais qui ne sont pas là à tenir, qui ne font pas partie intégrante de la construction. Donc je peux me permettre d'avoir un coefficient de sécurité réduit par rapport à celui qui est donné par défaut. La flèche admissible, je la laisse à cette valeur et je lance mon calcul. Bon, bah bonne nouvelle, notre profil convient. On est bon aussi bien en termes de contraintes que de flèches. Donc on va pouvoir commencer à appliquer des charges. Je commence mes calculs en considérant une charge appliquée sur la position la plus centrale de la poutre. Donc c'est une charge isolée décalée qui est à 3,14 mètres du mur. Alors vous pouvez vérifier que vous preniez un mur comme référence ou l'autre mur, ça ne change rien au résultat du calcul, ce qui est normal. Après, on a un coefficient de pondération. Donc on nous dit 1 pour pas de pondération, 1,33 pour une charge statique, 1,5 pour une charge dynamique. Bon, à quoi sert ce coefficient de pondération? Bah, c'est dans le cas où on ne peut pas précisément définir quelle est la charge. Par exemple, si on considère des gens qui passent sur un plancher, d'abord on ne va pas pouvoir connaître le poids précis de chaque personne, et puis selon que les personnes passent en marchant tranquillement ou en sautant, bah, la charge n'est pas la même. Donc dans mon cas, je vais considérer que je vais prendre 1,33 de pondération pour faire face par exemple à des secousses de la charge qui augmenteraient ponctuellement le poids qui pèse sur la poutre. Et puis là, bah, on va commencer avec différentes valeurs. On commence à 100 décanewtons, ce qui correspond à peu près à 100 kg de charge, et on calcule. Donc là, c'est bon, ça passe. On augmente à 200 kg. Ça passe encore. 300 kg. Ça passe. 400 kg. Ça passe plus. Donc on va réduire. Bon, il ne s'agit pas de trouver au kilo près, hein, donc on va faire un pas de 50 kg. Et là, c'est bon. Donc on peut considérer que sur la position centrale, notre poutre peut supporter un maximum de 350 kg. Maintenant, on peut faire le calcul pour la position qui est la plus proche du mur, donc qui est à 1,38 m du mur. Et logiquement, quand on est plus près du mur, les charges maxi devraient être plus importantes. Donc on va commencer directement à 400 kg et on calcule. Donc là, 400 kg, ça passe. On augmente à 500. Ça passe. 600. 600, c'est trop. 550. Ça passe toujours pas. Donc il faut que je revienne à 500. Donc voilà, la charge maxi qu'on peut avoir sur la position la plus proche du mur, c'est 500 kg. Bon voilà, maintenant on peut compléter notre petit schéma avec les charges maxi. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez noté que je n'ai pas pris en compte la pente du toit, qui aurait tendance à augmenter les charges admissibles, raison pour laquelle dans les régions à forte chute de neige, on a des toits très pentus. Et je n'ai pas pris en compte également le poids de la couverture. Mais dans mon cas, ça se limite à quelques chevrons et de la tôle ondulée, donc à mon sens, c'est pas significatif. Et puis si je me lance dans ces calculs-là dans la vidéo, je vais perdre tout le monde. Donc si certains d'entre vous veulent aller plus loin, vous me le mettez en commentaire, éventuellement je ferai une petite vidéo complémentaire pour traiter ces deux points-là. Je voudrais pouvoir intervenir sur le dessous du gyro. Alors non seulement pour contrôler les lames, mais pour également mettre de l'anti-rouille sur le dessous du plateau. Alors mon plan, c'est de fixer le palan à l'extrémité du triangle, là, donc le palan qui est ici, et soulever le gyro de cette manière-là, en l'inclinant en fait. Ce qui aura l'avantage également de pouvoir faciliter les opérations de vidange du renvoi d'angle.
Le problème, c'est que si je fais ça comme ça va bien soulever le gyro, mais au bout d'un moment, il va reposer que sur les deux roulettes d'extrémité du chariot, qui supportent 50 kg chacune, et donc le gyro faisant 300 kg, il va se passer des choses pas sympathiques. Donc mon idée, c'est d'amener le chariot contre cet empilement de bastings, avec l'extrémité des skis qui reposent sur les bastings, là, et de pouvoir soulever non pas sur le chariot, mais sur ces bastings. Alors vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas simplement le tracteur pour amener le gyro contre le mur ici? Le problème, c'est que vous voyez la configuration des lieux, là, et je ne vais jamais pouvoir amener le tracteur bien perpendiculaire au mur, de manière à avoir le gyro contre le mur. Et je veux vraiment être dans cette configuration-là, parce que, à mon sens, le risque le plus grand, c'est que quand je soulève, ça ripe, et que le gyro, si je suis contre le mur, le gyro sera arrêté par le mur. Bon, du côté du palan, j'ai fait mes petits calculs. Je sais que la poutre à cet endroit-là supporte 450 kg. Et le gyro fait 300 kg. Et encore, il sera supporté que partiellement par le palan. Donc, je ne devrais pas avoir de problème de ce côté-là. Bon, ça c'est le plan. On va voir si ça fonctionne dans la réalité. Bon, je suis pas très centré là. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. Ok. Ça marche. Bon, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le monter à la hauteur de l'été, là, de manière à pouvoir le sécuriser en le mettant là. Alors le truc qui peut m'embêter, c'est que ça commence à pivoter sur cette arête là, et que ça pousse les morceaux de bois en avant, et que ça finisse par tout faire tomber. Bon, je vais être attentif. Oh! Manque pas grand chose, hein. On va tenter.
Bah, comme ça c'est fait. Bon, vous voyez là qu'il tient pratiquement plus sur le sol. Il est entièrement supporté par le palan et la poutre. Donc mon calcul théorique est validé au moins jusqu'à 300 kg par la pratique. Ah, on ne va pas trop là. Voilà. Bon, là ça tient et c'est solide. Impeccable. Je vais pouvoir travailler là-dessous en sécurité. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans un prochain épisode d'une ferme dans le Gers. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et à mercredi prochain. Where echoes remain, you were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearn.